La quinzaine de l'environnement 2014 et la campagne nationale de reboisement. Le top départ a été donné aujourd'hui à Ségou. Le Premier ministre Moussa Mara a fait le voyage de Ségou pour partager le message du gouvernement. Élection communale, la date du 26 octobre prochain retenue pour sa tenue et les maires sortants vont devoir rester en poste encore 6 mois pour être dans le délai de l'organisation. L'annonce a été faite ce matin par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience l'ambassadeur de Grande-Bretagne en fin de mission dans notre pays. Philippe David Boyle était venu remercier le chef de l'État pour son soutien dont il a bénéficié pendant son mandat. Le diplomate britannique a rassuré le président Ibrahim Boubacar Keïta du soutien de son pays pour le retour définitif de la paix au Mali. Il est au micro de Mohamed Jarrah. Nous avons discuté les derniers 2 ans au Mali, toutes les excellentes mémoires que je garde de ce beau pays, et aussi quelques défis qui sont toujours là pour le Mali, et comment la relation, l'amitié entre la Grande-Bretagne et le Mali peut nous aider à résoudre ces défis-là. Alors aujourd'hui, vous quittez un pays qui se relève d'une crise. Quels souvenirs vous gardez et qu'est-ce que vous comptez faire pour aider ce pays à se relever? J'ai beaucoup de bons souvenirs ici. Le plus important, c'est le peuple malien, qui sont vraiment dans mon cœur maintenant. J'ai été frappé par l'accueil chaleureux du peuple malien. Et, il faut dire, cette tradition musicale incroyable que j'adore. Et j'ai eu de la chance, j'ai voyagé un peu partout au Mali. C'est un beau pays, c'est un pays accueillant et je le souhaite tout le mieux pour l'avenir. Comment vous voyez l'avenir de ce pays? Il y a un grand avenir pour ce pays, sans doute. Il y a des défis maintenant. J'espère et je suis convaincu que ce défi-là peut être surpassé avec l'aide de la communauté internationale, y compris la Grande-Bretagne. Échanger avec le personnel de la Cour suprême autour de la méthodologie de la commission loi de l'Assemblée nationale, tels sont entre autres motifs de la visite de cette commission à la plus haute instance judiciaire de notre pays. Conduite par son président, la commission a enregistré la disponibilité totale du président de la Cour suprême. Mamourou Sidibé était présent. Les membres de la commission loi de l'Assemblée nationale étaient ce jeudi à la Cour suprême. Objectif, échanger avec le personnel, solliciter son appui conseil, mieux voir dans quelle mesure établir un cadre de concertation avec la 4e institution de la République. Dès notre mise en place, nous avons estimé que nous devons rencontrer l'ensemble de nos collaborateurs pour échanger avec eux dans quelle mesure nous pourrons mettre un cadre de collaboration en place dans le cadre effectivement de nos travaux. Donc vous avez suivi avec nous. Les travaux se sont très bien déroulés et comme le président de la Cour suprême l'a dit, les débats ont été à hauteur de souhait et nous avons promis de nous retrouver une prochaine fois pour mettre tout cela en ordre. Entre l'Assemblée nationale et la Cour suprême, c'est la complémentarité. Nous sommes rencontrés, nous avons tracé un canevas de travail, ils nous ont expliqué leur méthodologie de travail. Et nous avons aussi signifié à la commission de loi de la Cour de l'Assemblée nationale toute notre disponibilité à la accompagner par rapport, en tout cas, à la loi, par rapport à l'interprétation des textes. Chaque fois qu'il va s'agir de donner des avis par rapport à des textes bien précis, la Cour suprême, dans toutes ses composantes, est tout à fait disponible. Et nous pensons que non seulement cela est nécessaire, mais cela aussi est légal parce que institué ainsi par la loi. Cette visite jette les bases d'un partenariat fort entre l'Assemblée nationale et la Cour suprême du Mali. La quinzaine de l'environnement 2014 et la campagne nationale de reboisement. Le lancement de ces 2 événements a été donné ce matin à Ségou. C'était sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara. Plusieurs produits pour la promotion et la protection de notre environnement sont exposés et des stands que le Premier ministre a eu à visiter. Moussa Mara a pu suivre également
une communication sur le symposium sur l'environnement, l'eau et l'assainissement dont les travaux vont débuter demain, toujours à Ségou. Ségou, nous retrouvons Dougoufana Traoré. 2 thèmes étaient au centre de cette quinzaine de l'environnement. D'abord, élevez votre voix par le niveau de la mer. Ensuite, les terres appartiennent aux générations futures, donnons-en la preuve par la lutte contre les effets des changements climatiques. Ces 2 thèmes reflètent parfaitement les préoccupations des autorités maliennes, autorités qui ont toujours eu à cœur la nécessité de protéger notre richesse naturelle afin de les transmettre aux générations futures. Et le choix de la capitale des Balanzans n'est pas un fait au hasard. Oui, nous venons à ce bout pour parler des risques et des périls qui pèsent sur les superficies annuellement reboisées. Oui, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes à ce bout pour parler cette année de Fanzana. Fanzana, où une forêt classée donne le frisson, un frisson absurde, à cause du niveau avancé de sa dégradation. Voilà pourquoi nous avons opté pour la clôture intégrale de 200 hectares qui vont être plantés cette fois-ci. Les partenaires techniques et financiers sont aux côtés du Mali, non seulement pour l'accompagner dans la conception de certains projets, mais aussi et surtout procéder au financement de plusieurs programmes. Au Mali, nous avons pu visiter dans le delta intérieur du Niger et autour de Bamako de belles initiatives ayant une importance cruciale pour la préservation de la biodiversité à travers notamment les activités de protection du fleuve Niger et la mise en place de programmes de partenariat public-privé. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. La production d'énergie solaire est en plein essor au Mali et d'autres percées technologiques pointent à l'horizon telles que le biogaz. En venant à Ségou, le Premier ministre Moussa Mara avait 2 messages. Un message du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'ensemble des populations du Mali et un autre message pour l'amélioration de notre cadre environnemental. Je suis venu ici en tant que porteur d'un message fort du président de la République. Le message de l'expression d'une volonté politique basée sur la reconnaissance du rôle et des missions des collectivités dans le cadre de la protection de l'environnement et de l'importance de l'implication des partenaires privés dans la gestion des ressources naturelles. Je suis à Ségou pour dire haut et fort que jamais l'État ne doit et ne va renoncer à ses prérogatives en ce qui concerne le suivi et l'application des textes. C'est le rôle de l'État que de tracer le cadre, définir les règles du jeu pour toutes les parties prenantes. Il est demandé aux agents de l'État d'être dans les forêts et y jouer pleinement leur rôle de conservateurs et protecteurs de la nature, sans abus, sans corruption et sans en profiter eux-mêmes. Il nous faut rompre avec l'improvisation en optant pour une véritable stratégie rigoureuse de développement durable de notre pays avec l'implication de tous. C'est tous ensemble que nous allons nous en sortir. La visite des stands, la prestation des Korodjois et les différents sketchs des troupes Nyorolon et autres ont permis aux uns et aux autres de mieux cerner les 2 thèmes de cette quinzaine 2014 de l'environnement. La jeunesse du Mali s'était également donné rendez-vous à Ségou pour leur forum et le Premier ministre Moussa Mara a présidé la cérémonie de clôture du dit forum. Au terme de 3 jours de travaux, les participants ont eu à formuler des recommandations. Nous pourrons être à mesure de vous proposer cette cérémonie de clôture au cours de ce journal. Tous ensemble pour un avenir vert, c'est le thème de la Journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée demain 6 juin 2014. Le représentant du PNUD au Mali demande à chacun de songer au sort des petits États insulaires en termes de développement et les aider à l'atténuation des effets du changement climatique. Le message du représentant du PNUD recueilli par Inaba. La Journée mondiale de l'environnement de 2014 tombe pendant l'année internationale des petits États insulaires en développement, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies afin de faire mieux connaître les besoins particuliers de cette catégorie diversifiée de pays dans le cadre d'une réflexion globale sur la voie à suivre pour préparer
un avenir viable au profit de toute l'humanité. Les petits pays insulaires de notre planète, qui comptent plus de 63 millions d'habitants, sont des destinations touristiques prisées dont l'extraordinaire beauté naturelle, la vitalité culturelle et les musiques sont appréciées dans le monde entier. S'ils sont petits par leur superficie totale, ils n'en sont pas moins les grands gardiens des richesses naturelles de la terre et de la mer. Le haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien est rentré hier de Nouakchott en Mauritanie où il avait rencontré les groupes armés adhérents à l'accord préliminaire de Ouagadougou. Il s'agit notamment de la coordination des mouvements patriotiques de résistance et du mouvement arabe de l'Azawad. Auparavant, à Ouagadougou, Modibo Keïta s'était entretenu avec les groupes signataires du dit accord, à savoir le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, et le HSUA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Rencontre de prise de contact au cours desquelles les mouvements armés, selon le facilitateur, se sont dit prêts à aller aux négociations de paix, et cela dans les plus brefs délais. Modibo Keïta répond aux questions de Yaya Konati. Il ne s'agissait pas d'aller discuter des questions avec eux. Il ne s'agissait pas d'aller ouvrir des négociations. En décidant de les rencontrer, j'avais un message en 3 points. Le premier, c'était de leur transmettre le message de paix du président de la République, qui privilégie la négociation et le dialogue par rapport à toute forme d'expression. Le deuxième, c'était moi-même de me présenter à eux et de leur dire quels étaient les éléments constitutifs de mon rôle, quel rôle j'avais à jouer dans le cadre des pourparlers inclusifs devant déboucher sur l'accord de paix. Le troisième, c'était de leur demander à eux de m'entretenir de leurs préoccupations, des suggestions qu'ils peuvent me faire pour la suite des opérations. Alors, d'après ce qui nous revient à Ouagadougou, ça ne s'est pas forcément très bien passé avec les groupes que vous appelez signataires donc, de l'accord de Ouagadougou. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas concrètement? Parce qu'il paraît que les groupes armés ont tout simplement claqué la porte. Vous savez, si je confirmais cette information, ce serait insulter les groupes armés parce que j'ai eu affaire à des hommes responsables. Nos pourparlers se sont déroulés dans la plus grande courtoisie du début jusqu'à la fin. Et il y avait dans la salle une vingtaine de membres représentant les groupes armés. Il y avait les représentants du gouvernement du Faso. Et d'un bout à l'autre, eh bien, il n'y a pas eu le moindre, si vous voulez, dérapage. Au contraire, les groupes armés ont commencé par me remercier d'avoir accepté de leur écrire. Et ils y voyaient un signe de respect. Ils m'ont respecté et je les ai respectés. Mais quel est leur état d'esprit après les derniers événements de Kidal? Bon, là, puisque c'est moi qui avais suscité leur réaction, en leur demandant de me dire ce qui les préoccupe, j'ai noté avec le groupe de Ouagadougou qu'il y avait un état d'esprit teinté d'un peu de méfiance. Mais de méfiance particulièrement à l'endroit des pouvoirs publics, à l'endroit de l'armée, et ça, je l'avais déjà entendu. Et c'est en se fondant sur ce climat de méfiance que le groupe que j'ai rencontré à Ouagadougou a souhaité que les pourparlers puissent se tenir en dehors du Mali et qu'il y ait un médiateur international. C'était leur droit le plus absolu de me dire ça. Mais ils l'ont dit dans les formes de courtoisie esquisse. Alors c'est pourquoi je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'ils ont claqué la porte. On a ouvert dans le plus grand respect, on a fermé dans le plus grand respect. Alors la tâche s'annonce compliquée peut-être pour vous, à partir du moment où Bamako veut des négociations à Bamako, les groupes armés veulent des négociations en dehors du territoire national. Comment est-ce que vous allez faire pour rapprocher les positions? Non, en réalité, il s'agit des modalités pratiques d'organisation des pourparlers et cela se fait toujours, si vous voulez, en discutant, en confrontant les points de vue et en cherchant un consensus.
Donc, en affirmant que Bamako veut que ça se passe, si vous voulez, au Mali, que une partie des groupes armés veut que ça ne se passe pas au Mali, qu'il y a un problème. En effet, j'ai exprimé ce jour-là un point de vue personnel. Je préfère vous dire que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement de la République du Mali. Je préfère vous le dire. J'ai dit à nos amis, les groupes qui étaient à Ouagadougou, mais à partir du moment où certains d'entre vous souhaitent qu'on aille à tel endroit, d'autres à tel autre endroit, alors pourquoi n'allons-nous pas donner au peuple du Mali la possibilité de s'approprier tout ce processus en décidant de l'organiser au Mali? Je ne dis pas à Bamako, au Mali. Mais ce n'était pas, si vous voulez, une discussion de leur point de vue, c'était une réflexion que je faisais, puisque ce n'était pas l'objet de la réunion. Alors à partir du moment où ils demandent l'intervention des médiateurs internationaux, votre rôle, ce sera quoi? Bon, et là, je préfère vous dire qu'à Nouakchott, les choses ne sont pas présentées comme ça. C'était pourtant le même message. Alors, les uns et les autres, c'est ça, il faut retenir, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit à Nouakchott, il y a eu une constance, c'est que les uns et les autres se sont déclarés prêts à aller aux négociations, et dans les plus brefs délais. Les uns et les autres des deux côtés ont souscrit à l'accord préliminaire de Ouagadougou, pour certains à ceux qui restent de l'accord, mais tous ont souscrit à l'accord préliminaire de Ouagadougou. À Nouakchott, ils se sont dit prêts à nous accompagner dans le processus de paix. Alors, mon rôle, je l'ai dit en tant que haut représentant du président de la République, je l'ai suffisamment dit. Alors, si j'insiste, ce n'est pas parce que je tiens absolument à rester dans cette position. Moi, je préfère faire partie des solutions plutôt que de faire partie des problèmes. Et la paix, si vous voulez, est au-delà de ma modeste personne. Le projet commun, le destin commun de ce pays est au-delà de ma modeste personne. Mais j'estime que nous devons continuer à discuter, ou bien à analyser les propositions, et pour effectivement arriver à un consensus. Mon rôle est un rôle de facilitateur, mais avec l'accompagnement de la communauté internationale. La crainte, c'est quoi? C'est dire non, il ne peut pas être neutre, il est le représentant du gouvernement, il est nommé par le président de la République. Non, ce n'est pas ça le fond. On a demandé au président de la République du Mali de s'impliquer personnellement dans la conduite des opérations devant déboucher sur un accord de paix. Et le président de la République a estimé qu'étant au-dessus de la mêlée, étant, si vous voulez, le garant de l'unité nationale, il a nommé un représentant. Et de toute façon, il faut que les gens se rendent compte. Il faut être au moins à deux pour se faire la guerre, au moins à deux pour s'aimer. Alors moi, je pense qu'il faut absolument que nous trouvions un consensus, mais pas un consensus, si vous voulez, arraché de façon brutale. Et cette demande des groupes armés ne vous met pas hors jeu, à votre avis? Jusqu'à preuve du contraire, non. Absolument pas, parce que de toute façon, on aura toujours besoin d'un relais avec le président de la République, même s'il y a un négociateur international. L'autre titre phare de ce journal, les élections communales, la date a été fixée et c'est le 26 octobre prochain qui a été retenu pour l'organisation d'élections communales dans notre pays. L'annonce a été faite ce matin au gouvernorat du district de Bamako par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a rencontré les représentants des partis politiques en présence du ministre de la Décentralisation et de la Ville. C'est ainsi que le mandat des maires a été prorogé d'un temps de 6 mois. Nous retrouvons le compte-rendu de Daouda Sidiki Diarra. Pour sa première prise de contact avec les partis politiques, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a échangé sur les grandes étapes de l'organisation des élections régionales et communales à venir. Les élections communales et régionales à venir concernent un certain nombre d'étapes. Nous avons mis en place une commission de réflexion au niveau du département qui a eu à dégager un certain nombre de points qui sont aujourd'hui des étapes essentielles pour aller vers l'élaboration d'un fichier électoral. Dans le cadre de l'élaboration de ce fichier, nous avons un certain nombre de dispositions. D'abord, il y a les activités préparatoires, les opérations d'enrôlement et de mise à jour du fichier du RAVEC, l'actualisation du fichier électoral biométrique, la production et la remise des cartes MINA à leurs titulaires.
Ainsi, la date des élections communales est fixée au 26 octobre prochain. Il faut qu'on aille vite, que très rapidement qu'on puisse un consensus, mais que cela se fasse pour qu'on ne soit pas hors des délais légaux. Notre souci pour qu'on ne soit pas pris de court par les délais légaux, ce n'est pas bon. Mais pour certains leaders politiques, compte tenu de la situation que traverse le Mali, le moment n'est pas mieux indiqué pour tenir des élections. Moi, je ne crois pas à la tenue des élections en mois d'octobre. Vu que tous les problèmes qui ont été annoncés, ce n'est pas possible. Les 4 Nina, on a constaté ces insuffisances. Nous pensons que nous ne devons pas nous arrêter. Si nous nous arrêtons, nous ne sortirons pas de cette crise. C'est justement en continuant à marcher que nous sortirons de la crise. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut créer les conditions pour aller aux élections. Nous sommes dans un établissement d'une situation institutionnelle normale. Et la situation institutionnelle ne sera normale que quand nous aurons les élections communales aussi. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est une préoccupation qu'il faut prendre en charge. Mais il faut travailler, il faut continuer à travailler pour que ça soit possible. Nous pensons que aujourd'hui, ces échanges sont d'une utilité importante, dans la mesure où ils ont permis à Monsieur le ministre et à la classe politique donc de passer en revue toutes les questions relatives aux élections municipales. Le délégué général aux élections a fait savoir que ceux dont les noms ne figurent pas dans les fichiers seront pris en compte par les prochains enregistrements biométriques. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, accompagné du chef d'état-major général des armées, a rendu visite aux blessés de la journée du 21 mai dernier de Kidal. Le ministre et sa suite voulaient s'enquérir du moral des blessés qui avaient déjà reçu la visite des autorités politiques et du gouvernement. Pour le chef d'état-major général des armées, le général Mahaman Touré, le moral des hommes est acceptable. Il livre ici ses sentiments au micro de Mariam Sagara. Au nom du chef suprême des armées, du ministre de la Défense qui a entrepris cette visite, tout est mis en œuvre pour que ces militaires puissent rapidement recouvrer leur santé et le corps médical les suit pour que cela se fasse rapidement. Mais ce que je veux encore ajouter et dont je veux me réjouir, c'est que je les ai trouvés dans un état mental et un état moral rassurant. Ils sont tous, malgré les blessures qu'ils ont reçues, des blessures sérieuses sur le théâtre des opérations, rapidement en condition pour pouvoir recouvrer, mais aussi retourner sur le théâtre des opérations pour pouvoir encore apporter leur contribution. Je me réjouis de cela et je voudrais vraiment saluer cela, saluer les citoyens maliens, le peuple malien pour l'accompagnement dont ils ont fait preuve. Et nous leur demandons encore de nous soutenir et d'accompagner l'armée malienne dans les missions qui leur ont assignées. Il est très important pour ceux qui sont sur le théâtre des opérations de savoir qu'ils bénéficient de l'accompagnement du peuple malien, de la confiance renouvelée du chef suprême des armées, pour que les missions qui leur ont assignées, ils fassent tout dans les conditions qui leur sont imposées de s'assurer que ces missions sont menées à terme. Ils doivent se rassurer et ils doivent au jour le jour, tous les jours, se maintenir en condition, moralement, comme ce que nous venons de voir, pour pouvoir assumer ces missions. Qu'ils sachent que le peuple malien est derrière eux. Et les autorités font tout pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions pour pouvoir assumer ces missions-là. Donc leur responsabilité et notre responsabilité, c'est de faire tout pour que nous puissions bénéficier de la confiance des citoyens maliens, pour que nous puissions accomplir les missions qui nous sont assignées. Chose promise, chose due, je vous disais que la jeunesse du Mali s'était donné rendez-vous à Ségou pour la tenue de leur forum. Et le Premier ministre Moussa Mara a présidé la cérémonie de clôture du forum des jeunes. Au terme de 3 jours de travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Le chef du gouvernement s'est exprimé à l'issue de cette cérémonie. Il est au micro de Soumaïla Berté. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de m'adresser à l'ensemble des jeunes du Mali, venus de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et de Bamako, réunis avec leurs homologues de Ségou les 3, 4, 5 juin
un forum sur le thème « L'agriculture, opportunité d'emploi et d'insertion des jeunes ». Mesdames et messieurs, la volonté du chef de l'État d'assurer à notre jeunesse un développement équitable et harmonieux a été maintes fois exprimée dans tous les programmes et politiques de référence. Qu'il s'agisse de la vision du président de la République, du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, du programme d'action gouvernementale, de la déclaration de politique générale du gouvernement, les questions de la jeunesse ont toujours occupé une place de choix et constituent évidemment des défis à relever. La thématique du présent forum, l'agriculture, opportunité d'emploi et d'insertion des jeunes, est en parfaite harmonie avec notre vision et notre aspiration qui concourent à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et faire du Mali une puissance agricole qui nourrit ses hommes et soutient l'économie nationale. Pour atteindre ces objectifs ambitieux et nobles, nous devons faire preuve d'audace, abandonner les sentiers battus, envisager de nouvelles stratégies et proposer de nouvelles pistes d'exploitation agricole pour les jeunes. 2 millions de dollars, soit environ 1 milliard de francs CFA, c'est le financement que le Japon vient d'accorder à notre pays. La cérémonie de remise officielle du document du projet intitulé Assistance immédiate aux populations vulnérables des régions de Mopti, Gao et Tombouctou au Mali par la restauration de leur productivité aquacole et l'amélioration de la sécurité alimentaire s'est déroulée dans les locaux du département du développement rural. Compte rendu, Garibou Perrault. Le document reçu par le ministre traitant s'appelle Assistance immédiate aux populations vulnérables des régions de Mopti, Tombouctou et Gao par la restauration de leur productivité agro-aquacole et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Il vient ainsi confirmer la bonne collaboration entre le Japon et le Mali. Initié par la FAO. Ce projet, d'un montant de 2 millions de dollars américains, soit environ 980 millions de francs CFA, s'inscrit dans le cadre de la coopération multilatérale non remboursable. L'exécution de ces projets qui visent à lutter contre l'insécurité alimentaire à travers la promotion de l'agriculture et l'aquaculture doit être suivie par la FAO. La FAO, elle qui a sollicité le concours des bailleurs de fonds, notamment le Japon, continuera d'apporter toute assistance nécessaire dans la mesure du possible. Le financement de ce projet, nous l'espérons, n'est pas une fin en soi, mais le début d'une relance vigoureuse de partenariat entre le gouvernement du Japon, la République du Mali et la FAO. Ce financement de 2 millions de dollars accordé par le Japon au Mali à travers la FAO apportera un appui appréciable aux populations vulnérables des régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Je m'engage personnellement à assurer sa mise en œuvre diligente, efficace et efficiente. Toutes les mesures seront prises selon le ministre traitant pour la concrétisation de ces projets. Il s'agit du renforcement immédiat de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 4 000 ménages vulnérables bénéficiaires, soit 28 000 personnes, dont 44% des femmes et 18% d'enfants. Le ministre de la Santé, accompagné des responsables de ses services techniques, a rendu visite aux victimes des inondations de la commune 6 victimes. La visite est intervenue le week-end dernier. La visite effectuée en 2 phases. D'abord au centre de santé de référence de la commune de Sogoniko et ensuite les lieux des inondations. Le ministre Ousmane Koné a également offert sur place des moustiquaires imprégnés, nous dit Mohamed Ould Mamouni. Les inondations de la nuit du dimanche à lundi dernier ont causé d'énormes dégâts matériels dans les quartiers de Yirimadio et de Missabougou en commune 6 du district de Bamako. Cette catastrophe a touché 153 familles à Yirimadio et 246 à Missabougou. Ça a été un jour très triste. Les dégâts vraiment ça a été un peu énorme, mais il n'y a pas eu de pertes humaines, mais quand même il y a eu des dégâts matériels. C'est-à-dire que le bœuf, moi personnellement j'ai vu un bœuf passer au nid du fleuve, du collecteur naturel. Bon, quand même, il n'y a pas de dégâts
humain. C'est donc pour constater les dégâts et apporter la compassion du gouvernement que le ministre de la Santé s'est rendu au chevet des victimes. Nous avons vu d'abord qu'il y a des maisons qui ont été installées de façon anarchique le long de la voie naturelle de gravitation des eaux de surface. Mais je crois que ici le plus grave, c'est le pont que nous venons de voir, qui en fait n'est même pas un pont. Il y a un tuyau en dessous de la chaussée, et ce tuyau-là, son niveau est largement enfoui sous l'état d'immondice. Je crois qu'il y a un véritable problème d'ouvrage d'art qu'il va falloir solutionner. Le ministre de la Santé a profité de cette visite pour faire des dons de moustiquaires imprégnés et des comprimés Aquatab aux victimes des inondations. Le plan d'action multisectoriel de nutrition contient une dizaine d'axes prioritaires, dont la lutte contre les casernes à micronutriments et la promotion de la sécurité sanitaire des aliments. Le plan d'action de nutrition a été approuvé par le Conseil national de nutrition au cours de sa première réunion tenue hier ici à Bamako, et c'était en présence de notre reporter Ramata Konati. Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 5 ans sont les principales cibles de ce plan d'action multisectoriel de nutrition. Il prévoit de 2014 à 2018 une dizaine d'axes prioritaires. Il y a les aspects de production et transferts sociaux à petite échelle. Si au niveau de la famille déjà, on arrive à avoir une production satisfaisante au niveau du ménage, ça permet de faire face au problème de la malnutrition. Autre aspect dans ce plan, il y a l'aspect santé, pour éviter les maladies, pour prendre soin déjà à ceux qui sont malades, donc sécurité sanitaire des aliments. Coût total des interventions, plus de 300 milliards de francs CFA. Qu'en est-il de la disponibilité de ce financement? Ce financement n'est pas aujourd'hui disponible. Il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui est disponible déjà au niveau du pays? Alors, quelle est la contribution du pays et quelle sera la contribution de nos partenaires au développement? Avec cette première réunion, le Conseil national de nutrition CNN vient de franchir un pas important. Le document a été approuvé. Les participants ont fait des propositions d'enrichissement, mais tout le monde s'est mis d'accord sur l'essentiel, que le document a été bien préparé. Les parties prenantes du CNN ont été édifiées sur la malnutrition et ses causes, l'importance de la coordination des efforts déployés par les différents acteurs. Il s'agit des départements et institutions concernées, de la société civile et du secteur privé. 2010-2014, le projet intégré de santé maternelle, néonatale et infantile arrive à terme. Financé par les États-Unis via l'USAID, le projet avait pour but de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La cérémonie de ce jour a fait le bilan du 10 projets mis en œuvre dans les régions de Kayes, Ségou, Sikasso et du district de Bamako. Compte rendu Aïssata Ibrahim Meiga. Le projet intégré du santé maternelle et infantile MCHIP est l'un des principaux programmes du Bureau de santé international de l'USAID pour la santé maternelle, néonatale et infantile. Il vise la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et l'accélération pour l'atteinte de l'objectif 4 des OMD. La cérémonie de ce jeudi célèbre le succès et les leçons apprises au cours de sa mise en œuvre au Mali. En tant que projet global, nous sommes engagés à assurer que les enseignements tirés de l'expérience du Mali soient partagés aussi bien au niveau pays qu'au niveau des partenaires au niveau international, afin d'autres puissent bénéficier et apprendre de nos défis et nos succès. Au cours des 4 années qu'aura duré le projet de 2010 à 2014, des résultats satisfaisants ont été obtenus dans les zones d'intervention qui sont les régions de Kayes, Ségou, Sikasso et le district de Bamako. Le projet MCHIP dont il s'agit aujourd'hui a fait face aux réalités du moment par une approche mettant l'emphase sur le couple mère-enfant en intégrant les interventions et les ressources pour une synergie d'action. Exécuté par Save the Children et financé à plus de 8 milliards de francs CFA
par le gouvernement des États-Unis à travers l'USAID, les résultats du projet intégré de santé maternelle et infantile sont appréciables. Ces résultats montrent une nette amélioration de certains indicateurs vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, ce qui est encourageant. Le projet intégré de santé maternelle, néonatale et infantile arrive certes à son terme, mais je vous donne l'assurance que notre agence prend les dispositions nécessaires pour qu'aucune rupture ne soit constatée dans sa stratégie d'intervention dans le domaine de la santé. Ce projet, qui a bénéficié de l'adhésion des différentes communautés, a non seulement permis le rapprochement des soins aux personnes, mais aussi augmenté le nombre de travailleurs qualifiés dans le domaine de la santé. Signature d'un accord de convention entre le gouvernement du Mali et l'UNESCO dans le cadre de la reconstruction et la réhabilitation des biens culturels immobiliers dans les régions du nord du Mali. Le fonds mobilisé pour cette première phase s'élève à plus de 850 millions de francs CFA octroyés par l'Union européenne et la coopération suisse. La cérémonie de signature était présidée par Madame le ministre de la Culture. Reportage Modibo Soirée. Cet accord de convention qui vient d'être signé entre le Mali et l'UNESCO marque le début de la réhabilitation des biens culturels immobiliers détruits par les djihadistes et autres bandits armés pendant l'occupation des régions du nord du Mali. Cet élan de solidarité se veut un engagement et une contribution de l'UNESCO, de la coopération suisse et de l'Union européenne. Nous arrivons, Madame le ministre de la Culture, à cette phase qui est pour nous un tournant qui va certainement déclencher permettre une accélération de notre action en faveur de la réhabilitation du patrimoine du nord du Mali. Cet accompagnement des partenaires techniques et financiers pour construire notre patrimoine culturel détruit au nord du Mali est un signal fort à l'endroit de notre pays quand on sait que la culture est un moteur de développement économique et social. Tout le long de la crise malienne, la Suisse n'a jamais interrompu sa coopération. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles que le Mali avait besoin de ses amis les plus proches. La solidarité suisse était non seulement visible à travers de nos programmes, mais aussi à travers l'engagement de notre secrétaire d'État aux Affaires étrangères, M. Yves Rossier, qui a visité Tombouctou en mai 2013. Le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, se félicite de cette initiative des partenaires techniques et financiers pour leur implication dans la mise en œuvre de mesures d'urgence pour le sauvetage des biens culturels dès le lendemain du conflit et en mobilisant la communauté internationale autour du riche patrimoine malien mis en péril par l'occupation des régions du Nord par des groupes armés. Permettez-moi d'apprécier à sa juste valeur ces apports significatifs de la coopération suisse et l'Union européenne en tant que contribution à la mise en œuvre du plan d'action adopté le 18 février 2013 à Paris par le Mali et l'UNESCO avec le soutien de la France. Ils s'élèvent respectivement à 1 million de francs suisses et 500 000 euros. Ces fonds, bien que mis à la disposition de l'UNESCO, sont destinés essentiellement à appuyer le gouvernement malien pour contribuer au programme de réhabilitation du patrimoine culturel et la sauvegarde des manuscrits anciens dans les régions du nord et du centre du Mali. Cette contribution de la coopération suisse et de l'Union européenne servira pour mener des actions dans le domaine de la restauration, la reconstruction, la préservation, la réhabilitation, la sauvegarde, la valorisation du patrimoine culturel malien endommagé dans le septentrion et au centre du Mali. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale a offert un déjeuner d'au revoir à l'ambassadeur de Grande-Bretagne en fin de mission dans notre pays. On l'a vu, il a été reçu par le président de la République, Philippe David Boyle, accrédité au Mali en octobre 2012. En qualité d'ambassadeur, quitte le Mali avec de merveilleux souvenirs. Il a été décoré par le chef de l'État en qualité de chevalier de l'Ordre national du Mali. Nyanya Aliou Traoré était présente à ce déjeuner. C'est un grand ami du Mali qui s'en va. C'est par un coup de foudre que l'histoire d'amour entre le Mali et le diplomate anglais a débuté. Ce fut une histoire d'amour à première vue.
J'ai été frappé immédiatement par la chaleur et l'hospitalité du peuple malien. Ces premières impressions se sont renforcées tout au long de mon séjour ici et je suis vraiment très triste à partir. Triste, il est l'ambassadeur, mais pas autant que les autorités maliennes. Depuis près de 2 ans, le diplomate n'a cessé de raffermir les liens d'amitié et de coopération qui nous lient au Royaume-Uni. Sous votre auspice, les relations entre nos deux pays n'ont cessé d'avoir une envergure à hauteur de souhait, et surtout au niveau politique. Je voudrais vous dire combien le peuple du Mali et son gouvernement ont apprécié le soutien marqué de la Grande-Bretagne aux différentes résolutions adoptées par les Nations Unies concernant mon pays. C'est pendant la période de transition que Boyle entra en fonction au Mali. Une période de grande frustration, dit-il, pour les Maliens. Fort heureusement, ce moment sombre appartient au passé, renchérit l'ambassadeur qui invite les autorités maliennes à opter pour la voie de la négociation pour une sortie de crise. Il n'y a pas de solution militaire à la question des groupes armés. Il n'y aura aucun pays d'Europe sans négociation. Refuser de négocier avec des groupes armés fut la politique du Royaume-Uni pour près de 80 ans. Et il a fallu longtemps avant que les deux parties s'asseyent autour d'une table. En fin de compte, c'est tout le monde qui en tire profit. À noter que le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni répondant au nom de Joanna Adamson est attendu au Mali en août prochain. Plus de 400 000 personnes sont concernées par les actions humanitaires dans la région de Tombouctou et la perte des agents humanitaires n'entame en rien à leurs activités et les acteurs sont déterminés à poursuivre leur mission. La révélation a été faite par le coordinateur régional humanitaire au Sahel en visite dans la cité des 333 100. L'ordre du jour se dit satisfait des actions menées pendant et après la crise du Nord par les organisations humanitaires. Robert Piper, c'est son nom, est au micro de Yeya Tandina. C'est pour moi vraiment une opportunité de voir cette ville extraordinaire, d'apprécier l'histoire, la culture et de rencontrer un peu les autorités étatiques et nos collègues du système des Nations Unies et la communauté humanitaire. D'un côté, des impressions très positives, bien sûr, de cette ville extraordinaire, mais en même temps, une appréciation que les défis sont toujours très, très importants. L'incident de la semaine dernière nous a laissé tous en choc. Franchement, nous regardons un peu l'implication pour nos travails importants dans cette région. Nous avons perdu pour la première fois, c'était un meurtre de 2 de nos travailleurs humanitaires. On attend voir un peu les résultats de l'investigation. On attend bien sûr voir les actions des autorités judiciaires, sécuritaires pour voir un peu qui est responsable de ces actes criminels. Aujourd'hui, par exemple, dans cette région de Tombouctou, on touche au-dessus de 400 000 personnes très vulnérables avec une assistance alimentaire. Au-dessus de 50% de la population, en relation très directe avec l'équipe humanitaire. Nous faisons un travail vraiment, je pense, vital pour les ménages parmi les plus vulnérables du pays. Et donc, je me demande, bien sûr, qui veut ralentir ce travail, qui veut s'interposer entre nous et les ménages les plus vulnérables. Et cette question doit être répondue par tout le monde. Les travaux de la 3e conférence nationale des retraités de la police nationale ont pris fin cet après-midi à l'École nationale de la police. Au cours de ces assises, les participants ont fait le toilettage des textes de l'association, amendé le rapport d'activité du bureau sortant et à l'issue des travaux, un bureau de 25 membres dirigé par Namakoro Diarra a été mis en place pour une durée de 5 ans, nous dit Abdrahman Meiga. C'est Namakoro Diarra qui préside désormais aux destinées de l'association des fonctionnaires retraités de la police nationale. Il est à la tête d'un bureau de 25 membres élu pour un mandat de 5 ans. Cette élection concrétise la fin des travaux de la 3e conférence nationale de l'association des fonctionnaires retraités de la police nationale. Travaux au cours duquel les congressistes ont dressé le bilan des activités réalisées par le bureau sortant et procédé au toilettage des textes de l'association. À mes camarades retraités, m'ont bien voulu m'élire au poste de président tout en leur exprimant ma reconnaissance, je leur donne l'assurance qu'ils trouveront en moi un interlocuteur soucieux
du bien-être du policier retraité. Ces travaux de 2 jours ont également permis aux participants d'analyser les difficultés rencontrées par l'association et formuler des recommandations, comme par exemple la création du siège de l'association, la tenue régulière des conférences conformément au statut et au règlement intérieur et enfin l'incitation des jeunes à s'intéresser à la vie associative. Le travail laborieux qu'ils viennent d'abattre pendant ces 2 jours ne restera pas lettre morte. Je demanderai aux générations futures de faire en sorte que le travail de nos aînés soit poursuivi avec beaucoup plus de rigueur et d'abnégation. Une motion spéciale a été adressée à Mamadou Belkoundjaï, président sortant de l'association, pour les efforts entrepris. Ces efforts, selon les participants, ont permis de donner un souffle nouveau à cette association qui fêtera dans les tout prochains jours son 27e anniversaire. Le Mali honoré à travers notre compatriote artiste designer Cheikh Diallo, l'un des précurseurs du design en Afrique, vient de remporter du coup 2 récompenses majeures. La première édition d'Africa Design Award lui décerne le premier prix de meilleur designer lors de la cérémonie du très prestigieux New York Forum Africa qui s'est tenu à Libreville au Gabon et c'était sous le haut patronage du président Ali Bongo Ondimba. Cheikh Diallo au micro de Modibo Soare. African Design Award est un concours qui a été initié par un designer marocain que je connais, qui est quelqu'un qui se bat pour que le design cesse d'être une curiosité. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. C'est un concours qui est destiné aux meilleurs designers. Et ce concours, c'était la première fois que ça avait été lancé. Et j'ai eu la chance, à l'intermédiaire de l'organisation que je représente, qui est DNA, de recevoir ce trophée à Libreville lors du forum de New York Forum Africa. Et on a été 2 à le recevoir, le président Bongo, Ali Bongo et moi-même. Un travail longtemps mené avec des artisans du Mali, avec lesquels j'ai eu à bâtir beaucoup de stratégies en mode de production des objets. Dieu merci, ces objets sont des très bons ambassadeurs, des ambassadeurs de la culture malienne à l'étranger. En plus du trophée African Design Award, vous venez d'être gratifié encore une fois, cette fois-ci en Afrique du Sud avec un autre trophée. C'est quoi ce trophée-là? Bon, il y a des années où beaucoup de choses viennent en même temps. J'ai eu cette chance d'être désigné comme le meilleur designer africain de l'année 2014 par Elle Décoration basée en Afrique du Sud. On sait que l'Afrique du Sud aujourd'hui, et surtout Cape Town, est devenue la capitale mondiale du design 2014. Et pendant cette cérémonie qui s'appelle Design in Daba, cet organisme m'a décerné ce titre de meilleur designer africain de l'année. Sport football dans ce journal, championnat national de Ligue 1. Hier, en clôture de la 20e journée en retard, le stade malien de Bamako a triomphé 3-0 du COB dans le match au sommet. Cette victoire permet ainsi aux Blancs de Bamako de creuser l'écart en tête du classement avec 44 points. Le résumé de la rencontre avec Silagatou Sissé. En remportant haut la main 3-0, le choc au sommet de la 20e journée de Ligue 1 en retard, le stade malien de Bamako a consolidé non seulement son fauteuil de leader, 44 points, mais aussi pris une revanche sur son adversaire, le COB, vainqueur au match aller 1-0. Vu l'enjeu du duel, les techniciens Pascal Janet du stade malien et Sekou Sek du COB ont aligné leur équipe type. Le stade malien de Bamako annonce la couleur à la 28e minute. Lamine Diawara sert parfaitement Abdoulaye Sissoko qui débloque le tableau d'affichage. Mi-temps, 1-0 pour le stade malien. Les Blancs, confiants et solidaires avec beaucoup de mouvements, mettent en difficulté les Olympiens.
À la 57e minute, sur un corner de Moussa Diawara, le défenseur Pierre Deyla reprend victorieusement de la tête pour le 2-0. Ça bouillonne dans les gradins. Comme une démission collective, les Verts concèdent un 3e but à la 61e minute par Mourima Kankoulta. Score final 3-0 pour le Stade Malien de Bamako. En première période, on a raté trop d'occasions. On aurait dû être à l'abri à la pause déjà. Mais les intentions étaient bonnes. C'était le principal à mes yeux. Donc je ne les ai pas rouspétés. J'aurais dit de continuer comme ça et que fatalement on devait marquer encore quelques buts. On est en course pour garder notre titre. On va tout faire pour réaliser un doublé au niveau du championnat. On a fait un non-match et l'équipe a coulé. Il faut l'assumer. Continuer à travailler, il reste beaucoup de matchs encore. Je pense qu'on n'a pas trop distancé par rapport au stade dans les classements. Il reste beaucoup de matchs encore, on les a dévancés pendant un bon moment. Aujourd'hui, ils se retrouvent encore devant nous avec 3 points de plus. Le Stade Malien de Bamako, leader 44 points, compte 4 points d'avance sur le Djoliba, c'est 2e, et 6 sur le Sobe, 3e. Les Verts ont un match en retard à jouer contre l'AS Real. Sport hippisme, après le report de la course de dimanche dernier, le comité provisoire de normalisation de l'hippisme a tenu un point de presse, objectif partagé avec les hommes de médias par rapport aux dispositions prises pour la course de dimanche prochain. Et selon le président du comité de crise, le comité a échangé avec tous les acteurs du monde hippique et a fait appel à toutes les compétences pour la bonne marche de l'activité hippique. Et c'est pourquoi, avec l'appui de tout le monde, la course se tiendra et elle sera organisée par le comité provisoire de normalisation de l'hippisme. Pour en savoir plus, suivons le président du comité de crise, Adama Koné, est au micro de Abdul Karim Kaba. C'est bien le comité provisoire qui va organiser la fête avec l'appui de toutes les personnes ressources. J'ai bien dit, y compris de la Ligue. Nous sommes dans une situation d'exception. Et c'est à un exercice de discernement que nous sommes invités autour de cette crise-là. Je sais que les gens vont faire une interprétation négative de cette attitude que nous avons prise, mais moi, à notre entendement au niveau du comité, nous pensons vraiment qu'il n'y a pas d'amalgame. Ce n'est pas la Ligue qui va organiser. Tous les producteurs de chevaux, les écuries ont reçu la lettre hier, pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Mais vous savez, nous avons une difficulté, c'est que nous nous battons pour rester neutres. Ça, c'est notre force. Et j'ose espérer que dimanche, il n'y aura pas de problème. La force est une chose, mais elle reste pour moi le dernier recours, toujours. J'ose espérer que nous sommes des hommes de bonne volonté, des hommes et des femmes de bonne volonté, et que les efforts que nous avons, l'énergie que nous avons pu dépenser jusqu'à aujourd'hui pourra nous servir à réconcilier les cœurs et les esprits autour de l'essentiel. Je dis bien autour de l'essentiel, le cheval, puisque c'est de lui qu'il s'agit. C'est communiqué avant de boucler définitivement ce journal. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, accompagné d'une délégation composée des cadres de son département, de représentants de partenaires sociaux et des organisations d'employeurs, se rend en mission du 4 au 11 juin 2014 à Genève, en Suisse, en vue de participer à la 103e session de la conférence internationale du travail. À l'occasion de cette session, les travailleurs, employés et gouvernements des 185 États membres de l'Organisation internationale du travail débattront des questions relatives à la migration de main-d'œuvre, aux politiques d'emploi, aux stratégies de lutte contre l'informalité et au renforcement des conventions sur le travail forcé. Le Mali profitera de cette tribune pour faire le point de ses avancées en matière de respect de normes internationales du travail. Madame Diallo Aïssatou Touré, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, a rencontré hier mercredi à l'ambassade du Mali à Dakar le Conseil des Maliens du Sénégal en présence de l'ambassadeur Moulay Ali Khalil Askofaré et des diplomates maliens. Au cours des échanges avec la communauté malienne, plusieurs sujets ont été évoqués,
notamment les événements survenus à Kidal, la problématique de la réconciliation nationale, la nature du mandat des forces de la MINUSMA, la nécessité d'aller aux négociations pour aboutir à la paix, l'intégrité territoriale du Mali, la politique de promotion des cadres maliens dans les institutions internationales et les difficultés d'homologation des diplômes au Mali. L'honorable Madame Diallo Aïssata Touré a conclu en confirmant que les autorités maliennes s'attellent à la résolution de la crise en privilégiant le dialogue et a invité les Maliens vivant au Sénégal qui ont manifesté 1000 fois leur patriotisme à continuer à soutenir les efforts de paix déployés par le Mali. À suivre après ce journal, les messages de sensibilisation de leaders religieux sur l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité pendant le Ramadan. Le Ramadan, c'est pour bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Aïssata Ibrahim Meigaï. Je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions du soir. Excellente nuit à tous ce soir. Hier soir, il a beaucoup plu sur Bamako. Excellente nuit.